The chair is a given form and a given shape. We know the height of a chair, we know what we expect from a chair. Technology advances and there's progress in lots of areas, but we still sit about 45 centimeters off the floor, and we sit next to a table that's more or less 72 centimeters, and it's not going to change much. That's the beauty of the thing. It's something that appears to be closed and finished, but yet there's endless things you can do with it. It can do with material or with the process in which the chair is made. Sometimes you play with the shape. Back to the first thing I said, there's no real need for new chairs or for new seats, but it's a form that is so recognizable that it makes it more interesting. It's a mental exercise. The well-tempered chair, it's a very immediate portrait of a club chair. It's just made by simply bending 4 pieces of tempered steel. And then they're not welded or anything, they're fixed with wing nuts to emphasize the fact that the process is reversible. So when I did the chair, I knew it's going to be reasonably comfortable. But I have to say that the first time I sat on the well-tempered chair, it was a nice surprise because the sensation was totally that of a waterbed. You achieve the flexibility and lightness of a waterbed from stainless steel. It's a chair that people hesitate before they sit on because it looks unlikely that this very, very thin metal is going to support us. We expect some movement, but we don't know how much movement. So in a way, it's like a dog that you see that looks threatening, and you don't know, should I stroke it? Will it bite me? But after you know it's a friendly dog. The Big Easy is the first piece that I tried to weld. This is the first time I worked with this technique, taking material, marking on it, cutting it, welding, and all that, not knowing exactly what the end result might be. There wasn't any elaborate preparation, no elaborate drawings for it. But as the workshop got better and better and better, the chairs got more polished and more refined and more precious. I made an upholstered version of the Big Easy almost to complete the cycle, because the Big Easy was a version. It was paraphrasing an overstuffed club chair. The Big Easy is, in a way, although it has a formal similarity to the well-tempered chair, they're all sort of variations on a club chair. The extreme opposite to each other. The Big Easy pretends to be a mess, where it is actually only skin, only envelope, and it's full of air. With the well-tempered chair, what you see is what you get. There's no pretense there. It's the skin, but the skin is also the strength of it, the flexibility of it. It doesn't tell you any lies, the well-tempered chair. The Big Easy does. The Big Easy, it has like a visual ambition that the well-tempered chair doesn't have. I like to move fast from one thing to the other, and there I found myself with a workshop like a ball and a chain. It didn't feel like that because they were a very exciting time. So the remedy against the tedium of being a craftsman or of having a workshop was to come up with new ideas to entertain myself and the people that work with me. And every time you think that we've exhausted the possibilities of steel, we found yet another thing we can do. So we discovered springs, and then in the volume pieces, like the rolling volume, we were hiding the weight of the lead in an unexpected part of the chair. So the balance wasn't really the balance that the shape that the mess suggested, but something distorted, something different. We played with woven steel, for the pieces like the pappardelle, or we were hiding sprung steel inside, mild steel, so the flexibility was hidden. It's also important to see what a material can do for you and to employ and to harness the characteristic of a material. For example, the pappardelle one.
is made of a conveyor belt that is used for the food industry. It's woven steel and has to be stainless steel to protect the food. They make special parts of airplanes in a very special technique, which is aluminum vacuum forming. Very similar to plastic vacuum forming that is very simple. I was very fascinated by that because you can achieve forms and shapes that you cannot achieve in any other way, definitely not with a hammer. It all coincides with the advance of computer technology because I can do a sketch and then we can do a computer drawing of it, and the very drawing that we do on our computer can be used to cut the mold. Ready to deliver. Ready to deliver. Ready. One day I was commissioned to do a sculpture for the center of Milan. And I thought, all right, that will give me an excuse to use this technique. The budget for the monument or for the totem was used to make a tool, not to make the whole totem, but a tool to make one chair. And the totem was made of 100 chairs, stacking up to 10 meters. We did the totem for Via Monte Napoleone in Milan. And we also got the chairs out of it. I decided to make 20 of these shapes in glass fiber, all hand-painted and handmade basically. And they were more like paintings than like chairs. One of the leading furniture manufacturers in Europe took the form and the chair that was developed from one technique, and we converted it to plastic. For me, if you take a chair like the After Spring, it's about how it's thick where you want it to be thick, and that thickness is the base. That base is full of lead to keep it heavy, and how it goes and diminishes to zero in the two ends. Yeah, of course, you can talk about the quality of lines, and in calligraphy you go from thick to thin. I think the FPE is a good example of coming up with a totally new way of making a chair. And with that, it's a very light, both visually and physically, very flexible. Beware of the dog. It was a piece that looked scary to sit on. People didn't know exactly how to use it, or if they should, if they're allowed, or if they'll come out alive out of it. But then again, like this friendly dog that we talked about before, it proves to be very friendly, and the bigger the fear, the bigger the pleasure after that. Some chairs are about comfort, some chairs are about other things. Some chairs come to their own when someone sits on them. These chairs are about sitting. These chairs are about the idea of sitting. These chairs are about how does a person look when he sits in this chair. They are about materials, they're about shapes, they're about forms, but they are not real chairs. I mean, they're not chairs that you buy when you need chairs around your dinner table. These chairs are about contemplating sitting. I don't think there's a big mystery about making pieces of furniture comfortable. I mean, the comfort of a chair should be taken for granted. A chair is a chair because you can sit on it. Ormai più di 15 anni mi occupo di sedie di ufficio. Mi sono posto, proprio all'inizio del mio lavoro sulle sedie di ufficio, mi sono posto il problema: che senso doveva avere una sedia? Doveva essere una macchina, doveva essere un oggetto che esprimesse la sua funzione,
oppure doveva essere semplicemente come dire, una sedia comoda, una sedia con tutte le funzioni. È importante che questo oggetto non sia la mistificazione della tecnologia o del movimento. Negli anni '80 l'approccio sulle sedute da ufficio era molto vicino all'approccio di sedute quasi automobilistiche, cioè le sedute dovevano esprimere una sorta di movimento. I miei primi prodotti sono stati la C1, la C2 e la C3, dove come elemento fondamentale c'è questa sorta di geometria delle parti, cioè lo schienale diventa un rettangolo, il sedile diventa una forma molto semplice, dove esiste la tecnologia, ma la tecnologia è nascosta, cioè non è parte, non è così apparente come appunto era il segno delle sedute fatte negli anni '80. Subito dopo questi primi 3 prodotti mi occupo di un'altra seduta, Action. Action nasce da un nuovo approccio al processo, diciamo, di progetto. Cioè inseriamo un nuovo argomento che poi segnerà anche gli altri argomenti del mio lavoro, perché interviene come dire, il concetto di riciclare il prodotto. Allora dobbiamo pensare che non tutti gli elementi che fanno parte del progetto devono essere disassemblati nel momento in cui la sedia ha finito la sua vita, e questo vuol dire, per disassemblare vuol dire che non si possono avere ad esempio materiali che sono incollati uno con l'altro, la plastica deve essere solamente plastica, il poliuretano è poliuretano, il tessuto è tessuto. Vuol dire ad esempio che non è pensabile ad esempio utilizzare materiali composti. Il tessuto, ad esempio, che è parte integrante del progetto, esprime esattamente la sua tecnologia. Ad esempio nel caso dell'Access o della T-Chair, queste righe orizzontali esprimono un nuovo processo della fabbricazione del tessuto, che non viene più prodotto, diciamo, come normalmente il tessuto viene prodotto, cioè costruito a metri. Questo invece è un tessuto che viene praticamente prodotto sulla sedia stessa e viene prodotto come se fosse una sorta di calza, per cui questo tipo di tecnologia mi dava la possibilità di poter produrre per anelli. Allora l'idea stessa della macchina mi ha portato poi a produrre il tessuto a strisce orizzontale, perché era proprio il processo produttivo del tessuto stesso. Quando uso i materiali cerco di esprimerli esattamente per quello che sono. L'aspetto dell'ecologia sta diventando chiaramente un argomento fondamentale nel design. Diciamo che negli ultimi anni il processo del progetto parte dalla fine del progetto stesso, per cosa succederà nel momento in cui il progetto ha esaurito il suo uso, la sua vita. Questo sta cambiando totalmente proprio il progetto, per cui il fatto di pensare a dei prodotti che sono totalmente riciclabili cambia proprio l'approccio al progetto. Per esempio nell'esempio delle sedie Vis-à-vis o Action, sono proprio sedie che nascono con questa idea. Ho iniziato, non ero ancora laureato, a occuparmi di divani, sedute per la casa. Forse l'oggetto che è il prodotto che forse amo di più, perché rappresenta anche forse il mio primo vero prodotto, è il prodotto Diesis. Il prodotto Diesis credo che sia anche una sintesi del mio approccio professionale, cioè io nasco, come dire, da una parte dalla scuola razionalista italiana e dall'altra parte questo mio sguardo continuo rispetto all'esperienza americana degli anni 50-60. Non a caso poi anche gli ultimi prodotti che si chiamano Harry, Charles, Florence dichiarano quali sono sempre stati i miei, come dire, quasi eroi. Quando parlo di eroi intendo dire le persone che hanno rappresentato la mia formazione culturale.
L'apt rappresenta l'altra complessità del mio lavoro. Il mio lavoro non è solo quello di pensare all'oggetto, ma anche quello di pensare una collezione. Cosa vuol dire una collezione? La collezione vuol dire la possibilità di poter far convivere determinati prodotti, pur fatti in tempi diversi, ma che funzionano a volte per assonanze e a volte per dissonanze, perché poi è così che difatti ognuno di noi vive la propria casa. La conoscenza del processo produttivo è parte integrante del nostro lavoro, cioè non è possibile fare un design cosiddetto sofisticato se non si conosce il processo produttivo, perché molte cose avvengono, per esempio basterebbe vedere un meccanismo di una sedia, basterebbe vedere un movimento di come si muove un sistema di un mobile, per capire che se uno non ha una conoscenza della tecnologia non può tentare di inventare delle nuove situazioni. Per cui il fatto di operare e di lavorare attraverso l'uso della tecnologia nello stesso tempo non significa che l'uso della tecnologia è, come dire, il goal della propria professione. Le futur il est lié à des caractéristiques qui sont plus du monde de l'homme, mais sont des caractéristiques du monde de la femme. Psychologique, bien sûr. La souplesse de pensée, la non-rigidité, la transparence éventuellement, une certaine joie, une certaine sensualité. On va vers les objets hybrides qui ont, disons, des fonctions de surprendre un peu et donner un certain confort et donner une information. La chaise Golgotha, c'est la première fois, c'est l'année 72, où je fais une chaise conçue en série, faite par une petite industrie en Italie. Chaque chaise était similaire l'un à l'autre. Comme les êtres humains, on est similaires, mais on n'est pas exactement les mêmes. Donc la série diversifiée, c'est ça. C'est penser aux autres et dire aux autres que la meilleure qualité, c'est la différence. Être originel, être unique un peu. Et donc aider les autres à être différents. Il y a beaucoup de temps, quand j'étais, disons, préoccupé, et je suis encore préoccupé d'une certaine évolution politique, etc., quand il y avait une idéologie qui nous disait que ce n'était pas le cas du passé, qu'on était différents, qu'il faut être même le même dans le monde entier, tous les pays, il faut même s'habiller de la même façon, j'étais un peu préoccupé de ça. Et donc je pensais que même les objets, pas seulement les êtres humains ont le droit à être différents, mais les objets ont le droit d'être différents. Comment j'ai pu le faire? À travers le fait que j'ai repensé à des techniques, donné aux matériaux nouveaux. Quel matériau traditionnel pouvait faire ça? Pas du tout. Donc j'ai dû passer à des matériaux nouveaux et voir quel est le matériau qui a de l'humeur comme les êtres humains, qui change selon l'humidité, selon la pression atmosphérique. Donc ces éléments-là, ils sont toujours variables. Donc la matière varie, le résultat final. Et donc j'ai pu faire des séries d'objets. J'ai toujours fait des séries d'objets qui sont porteurs d'une qualité, que je crois que c'est une des qualités de notre époque plus importante, que nous on vit plus dans l'époque des copies, on vit dans l'époque des originaux. C'est magnifique. Des fois, je me mets à faire des projets avec cette idée, s'asseoir dans une veste. Seulement, ce mécanisme-là, ça donne immédiatement des réponses innovantes. Le feltre, c'est un objet que je considère très important pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a une conséquence directe de cette chaise qui s'appelle Golgotha, qui était faite avec un matelassé comme un tissu,
qui était pulvérisé d'une résine, les tissus absorbaient la résine et devenaient rigides, donc on donnait une forme d'une chaise et ça restait chaise pour toujours, ce tissu. Le Feltri reprend ce discours avec une matière qui est très vieille matière, qu'elle existait dans n'importe quelle civilisation du passé, et l'est réutilisée selon une nouvelle façon. Ça m'intéressait de le faire. Et c'est pour ça que c'est sorti un objet qui est d'une grande simplicité, mais il est d'un grand confort en même temps. L'interdisciplinarité qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que tout bouge, on ne sait plus qu'est-ce qu'on est, c'est très bien représenté par cet objet que c'est une veste, dans laquelle on peut s'asseoir. La chaise, Broadway, c'est toujours différent de la résine, la couleur, etc. C'est fait avec une structure métallique qui est toujours la même, mais l'assise et les dossiers, les dos, sont des fois transparents, des fois sont rouges, des fois sont bleus et rouges, des fois ils sont mélangés. Donc chaque chaise, d'une certaine façon, a une propre identité. J'arrive cela avec une intervention dans les moules où, plutôt qu'injecter la matière toujours de la même façon, je fais intervenir le hasard. Donc la matière injectée, elle peut être, plutôt qu'être toujours la même, elle est de 3 couleurs. Quand les 3 couleurs se combinent, les combinaisons sont totalement hasard. Les designs de demain, l'architecture de demain ont plus une importance liée à la forme. Ce que c'est important dans l'architecture, ce que c'est important dans la culture des objets, c'est ce que les objets peuvent donner comme nouvelle dimension humaine. Je suis diplômé à l'école polytechnique de Milan en construction mécanique. Et j'ai commencé à travailler comme manager. J'étais dans le domaine de la production, mais d'une façon comme l'ingénieur ils font, c'est-à-dire d'une façon reliée à la construction et pas à la concession des produits. Pendant cette expérience, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus amusant de s'occuper du projet plutôt que de la réalisation et la production. La formation d'ingénieur qui est très technique et qui n'est pas reliée à les questions esthétiques, elle devient comme un obstacle pour avoir la liberté de penser d'une façon complètement créative. Et ça, c'est dû peut-être à notre formation qui voit les choses très séparées. Il y a l'architecte, il y a la pensée et puis l'ingénieur qui est relié à l'action, à la phase réalisative. C'est très intéressant, je pense, d'être curieux sur les nouveaux matériaux, parce que les nouveaux matériaux sont un moyen pour renouveler l'espèce des objets. C'est pour les rendre contemporains. Et j'ai décidé de faire une chaise en fibre de carbone avec le nid d'abeille d'aluminium comme ça. Et à la fin, c'était un objet très léger, mais je ne voulais pas faire d'abord, au début, une chaise légère. Et le parcours, c'était très intéressant parce que je me suis aperçu qu'avec cette recherche de la performance, j'ai dû réduire les sections. Et dans cette réduction, je suis arrivé à une situation limite, c'est-à-dire que c'était quelque chose tout à fait à la limite possible. Et je me suis aperçu que dans cette limite, il y a même une dimension esthétique. C'est-à-dire que la chaise, elle est très légère, comme ça tu as une émotion quand tu la soulèves, mais dans le même temps, tu ne penses pas que c'est possible de s'asseoir. C'est très intéressant parce qu'avec ça, j'ai compris qu'il y a même une valeur, pas seulement dans la légèreté physique, mais il y a une valeur dans la légèreté visuelle. Cette expérience était très utile parce que j'ai gardé des choses que j'avais découvertes et je les ai fait rentrer dans d'autres sièges qui sont devenus des produits industriels. Par exemple, la chaise frame qui est faite avec le rencontre, on peut dire, de deux technologies, c'est-à-dire la technologie de l'extrusion et la technologie de l'injection de l'aluminium, et qui a permis de réaliser un objet qui est, je pense, assez léger du point de vue du poids physique
Et avec en plus le filet qui fait la surface, une possibilité de confort pour l'utilisateur, parce qu'il faut faire des objets qui soient confortables. Bien sûr, il doit être solide, c'est une condition nécessaire, parce que c'est une chaise. Mais dans le même temps, avec cette idée de la rencontre des deux technologies, j'ai pu comme décliner cette idée sur une famille de supports comme la chaise et le fauteuil et la chaise longue. Et comme ça, c'est devenu une petite série qui utilise la même idée constructive. À la fin, l'idée, ce n'est pas d'exhiber les technologies qu'on a utilisées, c'est seulement de les mélanger d'une façon la plus domestique possible. Avec Medacerk, c'est la chaise qui bouge. C'était vraiment une expérience intéressante parce qu'il y a la possibilité de faire une structure qui bouge, mais d'une façon très simple, c'est-à-dire compréhensible. Il n'y a pas de mécanisme caché au-dessus du siège. Et comme ça, on a réalisé une structure simple avec un tissu qui fait la base et un dos transparent et avec un cadre en aluminium injecté. Pour ce qui concerne la relation pour moi qu'il y a entre le design et la technologie, je ne sais pas si c'est le fait que c'est ma formation qui est technique d'abord, mais je suis très relié au parcours de développement de technologie parce que je pense que c'est une expression de l'intelligence contemporaine. Et ça, c'est très intéressant parce que si on utilise des technologies contemporaines, on a la possibilité comme d'avoir une certaine intelligence avec vous. C'est-à-dire que les technologies, elles contiennent l'intelligence d'autres personnes qui l'ont créée. Et vous, quand vous l'utilisez, vous avez la possibilité de partir d'un niveau plus haut. Ça, c'est comme une idée de créativité diffusée. Mais dans le même temps, la logique qu'il y a derrière la technologie, de temps en temps, elle est autoréférée. C'est-à-dire que le développement, il va d'une façon que ce n'est pas toujours relié avec les besoins humains. Et comme ça, il y a des cas où la technologie détermine les objets. Et moi, je trouve ça c'est très mauvais. Je pense qu'il ne faut pas être déterminé de la technologie. La technologie doit être un moyen pour faire des choses, pour exprimer ce qu'on veut exprimer, mais elle ne doit pas être un but. L'architecture part de l'intérieur. Et pourquoi? Parce que ce sont des gestes. Quand on demande est-ce que l'architecture doit être fonctionnelle, quand on lui répond si elle n'est pas fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est bien évident. L'architecture, c'est le rapport entre l'intérieur, l'extérieur et en aller-retour. C'est un tout absolument indissociable. Alors, actuellement, on a tendance à tout cloisonner, à nous cloisonner. Eh bien, ça, c'est pas possible. D'abord, la créativité s'en ressent. Autrement dit, ceci me fait dire que je ne suis pas un designer. Si vous me demandez, dessine-moi un siège, je resterai sèche, je crois. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas où je vais, j'aurais pas de. Il me manquera quelque chose. Par contre, ça va me manquer dans un endroit. Tout à coup, l'imagination va venir, ça va faire tic, et ça va sortir. Puisque nous sommes dans les sièges, nous sommes dans la détente, en quelque sorte. Nous sommes dans des postures. Ces postures sont à l'occidentale, assises à une certaine hauteur du sol, avec différentes postures, bien sûr, comme Le Corbusier les a dessinées dans les années 25, quand il a décidé que l'équipement de l'habitation, c'était des casiers, des sièges et des tables.
Il accordait donc au siège une grande importance. Cette importance n'est pas la même dans tous les pays du monde, puisqu'au Japon, il n'y a pas de siège. Avec Le Corbusier, lorsque je suis rentré à son atelier précisément comme associé, pour étudier résoudre ces problèmes du siège, justement, nous avons fait plusieurs postures, c'est-à-dire en visiteur, siège tournant à table pour pouvoir converser, la chaise longue pour se détendre, c'est vraiment là de la relaxation complète. Et on analysait chaque posture. Si je pars de la chaise longue, eh bien on a cherché différentes positions. Parce que la belle détente, c'est peut-être les soldats la prennent, les campeurs la prennent. C'est s'allonger la tête sur son sac à dos et les pieds contre un arbre, par exemple. Alors justement, on a fait cette forme très particulière qui correspond au corps humain, parce qu'il s'agit toujours de l'homme, et on a mis sur un demi-cercle qui, sur des rouleaux, va changer de position, c'est-à-dire dans une position assise pour la lecture et les jambes en l'air pour la détente totale. Le Corbusier a également, dans ses écrits, condamné le siège tapissier des anciens temps, et on a cherché, d'une part, une ossature absolument indépendante, disons, du support, des coussins, en quelque sorte. Et on a utilisé le tube, donc le tube étant l'ossature principale. On a tendu des toiles reliées à l'arrière avec des ressorts pour faire l'élasticité nécessaire. Le piétement de notre chaise longue, nous l'avons cherché très longtemps. Ça a peut-être été la chose la plus difficile. Jusqu'au jour où nous avons trouvé dans un catalogue pour aviation ce tube ovoïde, tube d'avion, et que nous avons mis également pour l'ossature de la table. Autrement dit, il y avait une concordance entre les deux. On a toujours cherché cette concordance des choses. Ce que nous avons voulu surtout, c'est démystifier qu'on peut utiliser des matériaux nouveaux, le métal notamment, et qu'on n'en ferait pas des sièges de bistrot ou d'hôpitaux comme on les qualifiait. Nous avons voulu faire des sièges coquets qui puissent entrer dans une ambassade et qui puissent entrer dans un logis ordinaire. Et pour ça, nous avons varié les revêtements. C'est-à-dire, on a utilisé des toiles, on les a bordées avec du cuir à la façon Hermès, très élégante. On a utilisé des peaux de poulain, des peaux de veau mornay, du cuir de toute première qualité. Le fauteuil dossier basculant, ça suit les mouvements du dos. Et en ce sens, ça correspond à notre morphologie. À une condition que le pivot soit bien axé d'ailleurs, parce que sinon, ça n'irait pas. Le fauteuil tournant est à cheval entre ce dépouillement que nous avons voulu après, entre le modèle tapissier avec tout simplement nos ossatures et toiles tendues, puisque le bourrelet du fauteuil tournant est encore une forme tapissière, celle-là. Pourquoi un fauteuil tournant? Tout simplement pour converser, pour dialoguer plus aisément. C'est un fauteuil de table. Je me tourne à droite, à gauche, donc tournant, il suit mes mouvements. J'appelle ce fauteuil confort panier à coussin. Le panier à coussin, c'est une ossature de métal qui contient des coussins. Alors ces coussins, c'est une technique très traditionnelle, puisque c'est de la plume ensachée dans des alvéoles de tissu de coton, pour que toute la plume ne tombe pas. L'inconvénient, qui pour moi était un avantage, mais qui commercialement, paraît-il, est un inconvénient majeur, c'est que quand on s'asseyait dedans, on laissait son empreinte. On laissait si bien son empreinte que le soir, le siège était parfaitement avachi. Alors évidemment, il y a des pays, si c'est pas carré, ça va pas. Alors disons qu'aujourd'hui, ils sont servis avec les mousses, parce qu'on peut faire un truc tout à fait carré, qui ne garde pas l'empreinte du corps. À Saint-Germain-des-Prés, il y avait un marchand de sièges en paille. C'était très beau marché. Et c'était de la grosse passe-bauge, ça avait du caractère. Et partant de là, j'ai fait un fauteuil en paille, dossier basculant, et un autre dossier non basculant.
Et le résultat a été très délicieux. Et je l'ai mis à mon exposition. Et Charot qui passait m'a dit « Comment Charlotte? C'est vous qui faites ça ?» C'est comme si j'avais trahi ma vocation et toute la vocation. Et j'ai répondu « Non, moi je regrette, mais je n'exclus rien. » Et je dois dire qu'aujourd'hui, je n'exclus rien. Les matériaux naturels ont leur valeur avec leurs artisans et les matériaux les plus sophistiqués ont leur valeur également. Et comme disait Corbu, pourvu que ce soit bien. Lorsque je suis allé au Japon en 1940, je me suis trouvé invité par le ministère du Commerce et de l'Industrie dans un Japon totalement traditionnel à l'époque. Dans ce Japon, j'avais comme mission d'orienter pour l'art industriel des artisans, des préfectures dans les programmes, des écoles. Et j'ai décidé d'aller au-delà de ma mission, qui était seulement conseil, en demandant de faire une exposition qui s'intitulait, que j'ai intitulée, Tradition, sélection, création. Je n'avais pas le droit d'utiliser déjà à l'époque des matériaux comme l'acier, le verre qui n'existait pratiquement pas. Et j'ai pensé que la forme machaisonne, par exemple, la ossature métallique qui, avec ses ressorts, était souple, en utilisant la technicité, la souplesse du bambou, en faisant pousser plus loin cette technicité, on pourrait faire une autre chaise longue, mais répondant strictement à la même morphologie. En 1953, André Bloch, qui a fondé l'architecture d'aujourd'hui, qui était très impliqué dans l'évolution de l'architecture, avait créé une association autour du thème la synthèse des arts. Il a donc créé cette synthèse des arts qui réunirait les architectes, les ensembliers, les peintres, les sculpteurs dans une même œuvre. Suite à cette idée des synthèses des arts, j'ai eu l'occasion de retourner au Japon pour la première fois après la guerre. Et j'ai recontacté le grand magasin Takashimaya qui avait fait mon exposition en 40 et pour lui demander s'il ne voulait pas faire une manifestation qui avait comme titre le synthèse des arts. L'exposition s'est inaugurée en 1955. Et là, je liais, si vous voulez, mes dernières créations avec précisément des tapisseries de Léger, de Corbu. Mais sur place, j'ai créé également d'autres modèles, deux autres en tout cas. L'un, c'est une chaise et l'autre, c'est une table basse pour réception en quelque sorte. Et les deux, je voulais pouvoir les rentrer, comme ça se fait au Japon, dans les grands corps de rangement. Quand on n'en a plus besoin, on ne laisse pas encombrer l'espace, bien sûr, le vide, toujours le vide. Et donc, il fallait que ça ait une certaine volumétrie, que ça s'entasse. En plus, autour d'une table, je n'avais pas envie de voir avec sa chaise, ça me gênait également. Le vide, toujours. Je l'ai peint en noir. On sait bien que si c'est en noir, c'est fini, ça disparaît, vous cognez dessus, vous ne les voyez même pas. Mais l'idée m'était venue, du drôle de détour, du Bunraku, qui est le théâtre des marionnettes. Eh bien, vous avez celui qui manipule les marionnettes, lui, on le voit en chair. Mais ceux qui aident à la manipulation sont habillés de noir. Ce sont des ombres. Autrement dit, on les a gommés. Et bien, j'en ai fait autant avec mon siège. Vous voyez d'où vient la création. Quelquefois, ça a des drôles de détours avant de naître. Mais ça fait tic, toujours au bon moment. Maintenant, il y a toute une nouvelle technologie qui bouleverse totalement notre horizon, mais avec des perspectives éblouissantes, bien sûr, à une condition qu'on n'en devienne pas des esclaves. C'est-à-dire, vivre, c'est faire vivre ce qui est en nous. Et ça, il ne faut jamais, mais jamais l'oublier. Le sujet, ce n'est pas l'objet, c'est l'homme. Le sujet, c'est pas le bâtiment, c'est l'homme qui est dedans. Comment va-t-il vivre? C'est là où on revient à l'homme et à la biologie des choses et à la nature même de la vie. Et à la nature même de la vie.
Well, there are so many chairs in the world that to find a new path in design, I really, albeit subconsciously, subscribe to two aesthetic directions in my design. One is called graphic organic, and the other one is called organic organic. And the graphic organic products, such as the figure of eight chair, the crop chair, and the magic chair, all adhere to this concept of the graphic organic. For example, with the magic chair, this is made from a self-skinning, soft polyurethane material, which appears hard, but when you sit on it, it's actually soft. So the body can then conform to its own shape through the deflection of the material. Whereas with the organic solution, this is a very refined direction. It's a sculpting direction, a way that's born out of all of my love for the work of Henry Moore and the great organicists of the 20th century, beginning with the modernists in the United States. A good example of this would be my new plastic chair called Spin, which is a polypropylene organically formed injection molded chair. It's made in two pieces and it allows the body to flex naturally in the way that it moves naturally. Well, again, if you look at the human body, it's a remarkable combination of materials. I mean, everything that we are is packaged in this skin, which breathes, which holds everything together, which has wonderful sensual values, and really is the connection between us and the outside world. Now, with products, with furniture in particular, to give you a good example, the Bluebell chair, that's made from polypropylene. Polypropylene is a polymer. The chair itself is really like a second skin. It's 6 millimeters thick. It follows perfectly the contours of your body, and it allows flexure. Most chairs today, they don't allow that level of flexure without excessive investment, really, in tooling and material combination. The beautiful thing about the polypropylene, it's almost warm to the touch. It assumes a sort of body temperature or room temperature, so it has this lovely sensual feeling. What I've been trying to do with my work for the Bluebell Spin collection is to produce products that benefit from the times in which we live, the technology, the material, and so forth. Some years ago, at the beginning of the 90s, I was commissioned by a leading worldwide manufacturer of office products to look at a low-cost plastic office chair. And I looked around me and I looked again at the evolution of the office chair, beginning with the plywood becoming fiberglass, fiberglass becoming non-exotic plastics. And now today, plastics becoming very exotic, mixed plastics that allow us to do things that can move in specific ways relative to the body. This product has a cantilevered back section which rotates around the hip. But what I found was that your back does not essentially rotate. When building the fiberglass prototypes, I realized as the body moves back, it also moves down. And what I achieved, albeit through accident, was a valuable new concept in a form matching with the body and moving with the body. Conversely, if we look at alternative materials, perhaps more natural materials, understanding that even plastic is a natural material. It comes from oil, which comes from trees and plants. All materials are natural. But if you look at more humble materials, more available materials, like rattan, the material I used on the Apollo Lounger, this was there used purely, really to support an idea. It wasn't the idea of the product was to create something super luxurious or sophisticated. I think appropriate use of materials is a valuable concept in today's world. I really think that it's something new, but something
quite essential. If you look at the way people sit on a chaise longue, how a chaise longue is used within the home, it's generally used as an art object, very rarely used in any particular way. So if I take my own situation at home, where often I need to use a power book, eat a meal, read a book, not at the moment, but change a baby, you have a product which very gently provides that level of tool-like assistance. About 3 years ago, I was asked to design a plywood chair. And given the history of the plywood chair, this is a very difficult because with the great success of the 3107 by Jacobsen, almost an unbeatable chair, how do you get out of bed in the morning with a new concept? When I first presented the chair, they said it was impossible to make that in plywood. So when the company said they couldn't make it in plywood, the first thing I did was I came back to London and I made a full-size chair in paper. And I took that paper chair to Pisa, put it on the table, and I said, you know, here we go, this is your chair. They said, well, it's still impossible to make. I said, well, please tell me, where does paper come from? And then they made the chair. The bone chair for Ceccotti was an experiment. I mean, I'm often asked by new companies to do something of a research nature. I looked at the company, I was invited to the company, to this amazing workshop where they almost create bones in wood. And I met Alessandro, the great 80-year-old craftsman who could make Japanese joints better than the Japanese. And for me, this was very exciting. The product itself, the chair, for me, it's a wooden product. I wouldn't make the same product in another material. I try to push the wood to its limits. And the original chair used a leather saddle, which I felt was a little bit nostalgic. So when I got the product back, I made a carbon fiber saddle-like seat because I knew this was really the identity of the product. There is an incredible logic in nature and the evolution of nature. And I see the creation of products and objects and furniture and so forth today as being an extension of that. But I have a new term for this, and it's called new nature. And perhaps if I do write a book one day, I will call it New Nature, because it talks really about man's manipulation of the resources around us and the nature around us, creating our own new level of nature. This is quite fascinating, because if you look at the planet as an individual living organism, then everything on it and everything that happens here has to be natural. Albeit accelerated by man.